Bonjour, comment ça va? Oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo, et oui, je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas. Mais avant toute chose, j'aimerais passer un petit pacte avec vous pour toute cette vidéo, vous allez comprendre. C'est-à-dire que pendant toute la vidéo, on va parler de pétanque. Je me suis déjà fait démonétiser récemment pour moins que ça, donc voilà, on va prendre des précautions. Aujourd'hui, on va parler du milieu de la vidéo de pétanque au Japon, de comment j'ai côtoyé de très près, trop près, cette industrie, des joueurs, et surtout joueuses professionnelles de pétanque, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler de boules. Ah oui, 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 oui. Donc écoutez, je vous laisse vous installer tranquillement, vous préparez le petit café des familles habituel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Quand on parle de l'industrie de la pétanque au Japon, on parle de beaucoup de choses, d'anonymat, de nom de scène, de floutage. Sauf que le vrai flou aujourd'hui dans notre société, il est ailleurs. C'est-à-dire que votre adresse, votre numéro de téléphone, parfois même le prénom de vos proches, votre email, votre âge, des infos sur votre santé, vos opinions politiques, vos habitudes d'achat, ah ça fait beaucoup hein. Et bah tout ça, ça circule déjà sur internet, disponible à n'importe qui. Le tout, il est géré par des sociétés qu'on appelle des data brokers qui aspirent littéralement tout ça sur base de toutes les infos que vous laissez sur internet sans vous en rendre compte. Ils compilent le tout, créent des profils de vous plus vrais que nature, et puis le revendent au plus offrant. Et à partir de là, les ennuis commencent. On parle d'usurpation d'identité, de prêts contractés à votre nom, de harcèlement, de stalkers qui retrouvent votre adresse. Il y a même certains assureurs qui ajustent leurs tarifs après avoir acheté certains profils de santé. Alors en soi, on pourrait écrire à chaque société une par une pour exiger la suppression, grâce à la RGPD en Europe qui protège votre vie privée en ligne. Alors en théorie oui, mais en pratique ça prend des centaines d'heures, tellement il existe des centaines de ces entreprises. Et puis surtout il faudrait recommencer tout le temps régulièrement parce que les données elles finissent toujours par réapparaître. Mais heureusement ça, c'est précisément le boulot de Incogni, notre sponsor sur cette vidéo. Leur mission elle est simple, faire disparaître toutes vos données personnelles des endroits où elles ont rien à faire. C'est-à-dire qu'Incogni contacte automatiquement des centaines de data brokers pour exiger la suppression, et si vous de votre côté vous tombez sur un site obscur qui expose certaines de vos infos, avec la nouvelle fonctionnalité Custom Removals, vous pouvez juste envoyer le lien et un expert se charge de tout ça pour vous. Et comme bien entendu les fuites reviennent assez souvent, Incogni relance régulièrement pour être sûr que vos données restent en sécurité. Donc concrètement, vous avez juste à créer un compte, fournir le strict minimum pour confirmer votre identité, autoriser Incogni à agir légalement en votre nom, et eux derrière font tout le travail pendant que vous vivez votre vie tranquillement. Bon écoutez, je vous laisse le petit lien en haut de la description, à savoir qu'avec mon code promo vous bénéficiez de 60% de réduction sur leur abonnement annuel, et vous pouvez essayer sans risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci encore une fois infiniment Incogni pour soutenir notre toute petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Bon, par où commencer? Alors moi, vous le savez, depuis que je suis arrivé au Japon, le milieu dans lequel j'ai surtout évolué, c'est le milieu des médias, le milieu du divertissement. À la base, ça a commencé avec l'industrie musicale surtout, je me suis fait beaucoup d'amis du milieu musical, des artistes, des managers, des patrons de maisons de disques, etc. Et par la suite, vous connaissez l'histoire, j'ai commencé à côtoyer aussi le milieu de la télévision, de la radio, et au final, mon network au Japon, il a quand même pas mal grossi, mais surtout dans ce milieu-là. Et donc, ma première exposition réelle avec l'industrie de la pétanque, elle a commencé déjà à ce moment-là. Donc on parle il y a plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'en allant à certaines soirées où j'étais invité, forcément, il y avait aussi des acteurs, des actrices, des réalisateurs qui venaient de cette industrie-là. Certaines actrices, c'était des amis d'amis à moi, et donc forcément, voilà, c'est devenu aussi des amis par procuration. Et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à côtoyer vraiment tout ce petit milieu. Par contre, le fait est que ça m'a jamais plus intéressé que ça. C'est-à-dire que voilà, moi, de mon jeune âge, j'avais à peine la vingtaine à ce moment-là, se dire que là, je passais une soirée avec des actrices, des acteurs, etc. C'était rigolo, ça faisait l'anecdote, mais ça a jamais été plus loin que ça à ce moment-là. Film de pétanque, quoi. Mais le vrai moment qui a un peu tout changé dans ma vie, ça a été ma rencontre avec une personne en particulier, une japonaise, qu'on va appeler pour cette vidéo Vanille. Bon alors là, il y a tellement de choses à dire, j'ai essayé de faire ça au plus simple, vraiment, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails. Bien avant que je me lance sur YouTube, bien avant ma rencontre avec ma femme actuelle, etc., arrive un jour où je suis invité à un concert. Donc c'est un concert d'un groupe qui s'appelle Musmus, anciennement Uplift Spice. S'il y a des gens qui ont suivi nos lives à l'époque, vous connaissez certainement, c'est ceux qui chantaient ça. Et moi, il faut savoir que je suis très fan de leur travail, je passe une super soirée, et le fait est que les personnes qui ont réussi à nous obtenir les tickets, c'était un autre groupe, un groupe de jeunes filles, je vais taire le nom ici, oui ça aussi, vite fait petite parenthèse, mais je vais être obligé de tout anonymiser, je pense que vous comprenez pourquoi. Et donc moi, à la fin du concert, je vais passer une super bonne soirée, je vais dans les backstage, et je commence à remercier un petit peu les membres du groupe qui avaient réussi à nous avoir les tickets, je prends aussi forcément la petite photo avec la chanteuse et le guitariste de Musmus, et c'est en repartant que mon ami Neki que vous connaissez
certainement, des vidéos de Louis tout ça. Mais qui me dit je crois que t'as tapé dans l'œil de la guitariste. Ah! Et à partir de là, on commence à créer un espèce de petit groupe de conversation. Je commence à discuter en tête à tête avec cette jeune fille que, encore une fois, moi je connais pas spécialement. Je sais juste qu'elle est guitariste dans un groupe, mais je connais pas spécialement ni son nom, ni ce qu'elle fait dans la vie, etc. Pour moi, dans ma tête, voilà, c'est juste une jeune fille de 24-25 ans qui joue de la guitare dans un groupe de rock. Et donc, on commence à discuter, on commence un petit peu à flirter. On s'est vu plusieurs fois, petit date, tout ça, tout ça. Et au bout de quelques jours, quelques semaines tout au plus, bah, on décide de se mettre en couple. Et voilà, au final, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et donc là, vous vous demandez certainement, Mitsu, où est-ce que tu nous emmènes avec cette histoire? Parce que clairement, vous n'êtes pas venu pour écouter mes histoires sentimentales. Ne vous inquiétez pas, on y arrive tout de suite. Parce que le truc qui m'a tout de suite un petit peu rendu perplexe, on va dire sur Vanille, c'est que je me suis vite rendu compte que je ne savais absolument rien d'elle. C'est-à-dire qu'on avait eu l'occasion de discuter, on avait fait des dates, voilà, je connaissais un petit peu ses goûts, ses machins. Mais par contre, qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, je savais rien. J'avais même pas accès à ses réseaux sociaux, c'est pour vous dire. Et donc un jour, je suis tombé sur le Twitter de Vanille, et la première chose qui m'a un petit peu, pas choqué, mais surpris, on va dire, c'est qu'elle avait déjà plus de 300 000 abonnés sur Twitter. La deuxième chose qui m'a encore un peu plus surpris, c'est qu'elle avait beaucoup de photos sur son Twitter. Et des photos un peu, voilà, des jolies photos, pas de pétanque, des photos un peu comme ce qu'il y a derrière moi. Et donc moi, logiquement, en voyant le nombre d'abonnés, en voyant les photos, je me suis dit, waouh, en fait Vanille, elle est gravure idol. Alors ce qu'on appelle gravure idol au Japon, si vous voulez, c'est des idols qui font justement pas mal de photos sexy, de vidéos, etc. C'est vraiment une carrière à part entière ici, ce qu'on appelle les gravures idols. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez retrouver dans certains magazines. Vous savez, pas le Jump, mais les autres magazines de manga là, souvent il y a des photos de filles un petit peu olé olé, ça c'est des gravures idoles. Et ces filles là, souvent, bah, elles ont beaucoup de fans, elles ont une grosse communauté. Moi forcément, je vois le nombre d'abonnés, je vois les photos, je me dis ok, bah en fait elle a pas voulu me dire, elle était peut-être gênée, mais elle est gravure idol. Je sais que vous le sentez venir. Donc arrive le jour où bah, j'ai cette petite discussion, encore une fois, mais c'est rigolo, genre, moi ça me gêne pas plus que ça. Et je lui dis, écoute, je pense que je suis tombé sur ton compte, allez me le dire que t'étais gravure idol, c'est pas grave, c'est même cool en soi. Et c'est d'une toute petite voix qu'elle me dit, ah non mais je suis pas gravure idol en fait. Et c'est donc à ce moment-là, après déjà plusieurs semaines où on s'était mis en couple, que j'ai découvert qu'elle était joueuse de pétanque professionnelle. Et je mets un truc là-dessus parce que c'était pas une joueuse de pétanque classique. Quand j'utilise le mot professionnel, vous allez comprendre que ça a un sens, et je vais vous expliquer ça un petit peu après dans un autre chapitre, mais à ce moment-là, c'était l'actrice de pétanque professionnelle japonaise qui vendait le plus dans tout le Japon. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. J'ai été aussi surpris. Donc ouais, forcément, c'est waouh. Tout de suite, c'est autre chose. Tout de suite, ça a un poids différent. Je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, je savais pas trop quoi en penser ça. C'est pas quelque chose qui m'a rebuté. J'ai jamais été spécialement contre ni l'industrie ni quoi que ce soit. Par contre, forcément, quand t'apprends que ta petite amie, fraîche petite amie, elle fait ce travail-là et que t'étais pas au courant avant, il y a un truc qui se passe où tu dis waouh, un petit sentiment de vertige où tu sais pas trop encore. Il se passe trop de choses dans ta tête à ce moment-là. Mais j'étais amoureux. C'est pas quelque chose qui me rebutait, et en même temps, encore une fois, je me posais beaucoup de questions, mais je lui ai dit ok, bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est cool, et puis bah c'est cool que t'aies une carrière, et ok. J'ai même pas les mots, j'étais comme ça le jour J, j'étais comme ça, ok. Et donc voilà, mon ressenti était vraiment très particulier, je vous avoue, à ce moment-là, parce que je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Moi, je comprenais que c'était son travail, je comprenais que c'était une carrière, mais en même temps, c'est quelque chose quand même qui touche à l'intime, et donc forcément, ça m'a touché énormément, et je savais pas trop en fait comment prendre la chose. Là où je me suis rendu compte que ça me touchait plus que ce que moi je pensais ou que ce que j'avais voulu penser, c'est la première fois où, après qu'on ait emménagé ensemble, on habitait dans le centre de Shibuya, on était vraiment à 5 minutes à pied de la gare de Shibuya. Donc voilà, c'est quand on a emménagé ensemble et qu'on avait accès, en quelque sorte, à l'emploi du temps de chacun. La première fois où je me suis réveillé un matin et qu'elle m'a dit « je pars travailler sur un tournage », ce jour-là, je vais pas vous mentir, ça m'a fait drôle. J'en ai pleuré, littéralement, j'étais en mode « oh, putain, mais... wow !» Voilà, savoir qu'elle partait sur un tournage, et je savais très bien comment se passent les tournages de pétanque. Je pensais savoir comment ça se passait, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc je me rappelle que ce moment-là, ouais, ça a été un peu dur, les quelques tournages suivants, un peu aussi, et la chose qui a fait que j'ai vraiment changé d'avis et que je me suis beaucoup rassuré, ou en tout cas j'ai été rassuré sur tout ça, c'est quand à un moment j'ai expliqué justement le fait que bah, ça me touchait quand même beaucoup, et qu'elle m'a expliqué, qu'elle m'a raconté réellement comment ça se passait, c'était quoi le travail. Parce que je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent un petit peu, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont un peu dans l'ignorance, parce qu'on n'est pas spécialement éduqué à comment ça fonctionne réellement
cette industrie-là. Et donc moi j'ai eu, via Vanille et via tous les gens que j'ai commencé à côtoyer, parce que j'ai commencé à côtoyer de très près ce milieu-là, je voyais ses amis, hommes-femmes, joueurs, joueuses professionnelles qui étaient du milieu, je voyais des directeurs, son manager, enfin voilà, vraiment j'ai commencé à côtoyer via Vanille tout ce petit milieu, j'ai commencé à être, voilà, c'était mon quotidien en fait de côtoyer les personnes qui faisaient marcher cette industrie. Et c'est vraiment en commençant à comprendre comment ça fonctionnait réellement que la plupart des doutes que j'avais sur ce travail-là, ils se sont un peu, pas dissipés, mais je me suis dit, ok, en fait, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, et je sais que c'est bizarre, parce que ça a mis du temps avant que je comprenne que ça ne l'est pas. Le travail qu'elle fait, quand elle est actrice dans un film, il est pas très différent du travail que moi je fais quand je suis acteur dans une publicité ou dans une série. Alors je sais ce que vous allez dire, ah oui, il y a quand même des boules qui se touchent au bout d'un moment, forcément. C'est le truc en plus de ce travail-là par rapport au mien. Mais quand j'ai compris comment ça fonctionnait réellement, quand j'ai cassé toutes les idées reçues que j'avais sur ce milieu-là, bah, c'est quand même beaucoup mieux passé. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'espèce de truc un peu ultra cringe que je m'étais imaginé dans ma tête pendant toutes ces années, parce que juste, bah, j'étais pas éduqué sur la chose. Et donc tout ce que je vous raconte là, ça a duré en tout et pour tout 3 bonnes années pendant lesquelles donc j'ai été en couple avec Vanille, une relation qui s'est pas très bien terminée, mais là où je veux mettre un point quand même, c'est que son métier, sa carrière, ça a jamais été la chose qui n'allait pas en fait. Il y a eu des soucis, la relation elle était clairement pas saine, j'ai eu du mal à m'en tirer, parce qu'à cette époque-là je pense que j'étais quand même très amoureux, mais c'est clairement pas son travail. Et donc voilà, au bout de 3 ans, on a un peu coupé les ponts, moi je suis passé à autre chose, entre temps voilà, il y a eu le Covid, il y a eu la chaîne YouTube, moi j'ai rencontré Fanny, aujourd'hui je suis marié, je suis papa, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Notre rupture elle date d'il y a 6 ans maintenant, mais ces 3 années, entre 2016 et 2019, ça a été des années qui m'ont permis de comprendre réellement ce qu'était ce milieu-là, j'ai vraiment pu le voir de l'intérieur, sans mauvais jeu de mots, et c'est donc ça qui m'a permis de déconstruire totalement tout ce que je pensais vrai, et il est temps que je vous explique quoi. Bon, alors déjà, première chose, le milieu de la pétanque au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que beaucoup de gens pensent aussi, c'est extrêmement encadré. On peut citer déjà par exemple l'article 175 du code pénal japonais qui a longtemps prohibé la nudité et qui implique encore aujourd'hui de cacher un petit peu le matos de jeu. C'est d'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, de là que vient le fameux floutage, hein, ou la mosaïque que vous connaissez certainement. Et arrêtez de faire semblant. Je sais que vous voyez très bien de quoi je parle. Je sais. D'ailleurs, c'est en quelque sorte grâce à cette contrainte que le Japon il a pu façonner une industrie où l'érotisme, la suggestion, elles étaient plus importantes que les images crues, des choses qu'on peut voir un peu plus dans les divisions de pétanque à l'international. Et donc le vrai boom de l'industrie, il vient dans les années 80, avec l'explosion de la VHS. Avec la bulle économique de l'époque, hein, tout le monde avait du flouze, ça a permis à construire une industrie de la pétanque qui était extrêmement puissante au Japon. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu la série Netflix The Naked Director, c'est une série qui parle d'une des figures les plus emblématiques de cette époque-là, c'est Muranishi Tororu, et lui, si vous voulez, c'est un directeur, hein, un réalisateur de films de pétanque japonais de l'époque, qui a pas mal lutté à travers tout son travail pour libéraliser justement la production des vidéos de ce genre-là. En vrai, n'hésitez pas à aller voir la série, je pense que ça vous permettra d'en apprendre vraiment beaucoup sur le milieu de la pétanque de l'époque. Mais donc là, je vous vois arriver, hein, je vous connais. Vous allez me dire, non mais mec, tu nous parles limite de films d'auteur là, alors qu'on sait très bien que le cinéma de pétanque japonais, c'est que des trucs archi cradingues avec des poulpes géants et tout le tralala. Et je vous répondrai que, avant de côtoyer d'assez près ce milieu-là, je pensais plus ou moins la même chose. On a tous plus ou moins une idée de l'industrie de la pétanque au Japon. Mais en réalité, si vous pensez ça, c'est surtout que, pour la grande majorité en tout cas, vous avez jusqu'à maintenant eu accès qu'à peine une toute petite partie de l'iceberg. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est très important, donc vraiment, soyez attentifs. Au Japon, il y a 2 industries. Il y a les grands studios officiels, les Hollywood de la pétanque, et les productions indépendantes. Et comme les 2 circuits y coexistent en quelque sorte, les gens ont tendance à les confondre. Alors que, et vous allez le voir, ça fonctionne de manière totalement différente. Rien à voir. Pour les gros studios, dans un premier temps, type Pétanque on Demand, Pétanque Quiz, Idea Pétanque, là c'est des studios qui ont beaucoup de flouze et donc qui produisent beaucoup de films avec des moyens assez conséquents. D'ailleurs, les actrices dans ces gros studios-là, elles ont des contrats d'exclusivité, elles sont gérées par des agences, un peu comme des idoles plus classiques au final. C'était d'ailleurs le cas de Vanille, c'est pour ça que je connais assez bien surtout ce milieu-là. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'est que ces actrices-là, les actrices des gros studios, elles tournent
très peu au final. Pour Vanille, par exemple, c'était un film tous les 2-3 mois maximum. Et cette rareté, parce que voilà, on parle quand même de 3-4 films par an, mais le fait qu'il n'y ait pas un film toutes les semaines, ça faisait de chaque film un véritable événement. Et quand je dis événement, vraiment, il y avait des événements qui étaient créés pour vendre les DVD, il y avait la VOD payante aussi. Et là déjà, on touche un des plus gros points par rapport à ce que je vous citais plus tôt, ce qui fait que vous connaissez certainement pas ces films-là avec ces actrices, c'est que dans l'immense majorité des cas, ces films de pétanque-là, donc les films super produits, ils se retrouvent jamais sur les sites de vidéos en libre accès type Pétanque Hub ou YouPétanque. Non. Et d'ailleurs, quand ils s'y retrouvent, il y a tous les gros avocats qui débarquent pour faire supprimer la vidéo directement. Donc voilà, il y a très peu de gens parmi vous qui ont déjà eu accès à toute cette industrie de la pétanque professionnelle au Japon. Et donc vous comprenez que c'est cette rareté-là qui fait que le peu d'actrices qui font fonctionner le milieu, bah, c'est uniquement les plus bankable. Et forcément, elles sont très bien payées pour ce qu'elles font. Un peu comme des stars de cinéma plus classiques. Et ça, c'est un petit peu un cercle vertueux, parce que le milieu, il fonctionne tellement bien, il amasse tellement de flouze, que ça se ressent dans la qualité des productions qui en ressortent. Des productions qui ont la chance d'avoir des vraies grosses équipes techniques, comme au cinéma, des vraies mises en scène, des vraies réflexions, même parfois sur le scénario des films. Ils ont la chance de faire des tournages en studio, il y a des coiffeurs, des maquilleurs, et donc c'est ça qui fait, si vous voulez, qu'au Japon, cette industrie, on la considère un peu comme faisant partie du cinéma. C'est le cinéma de pétanque, mais c'est un genre du cinéma. Parce que, vous allez le voir, dans ce cinéma-là, tout est très réglementé, pour pas dire totalement codifié. Par exemple, pour les joueurs pros, masculins comme féminins, il y a des comités d'éthique présents sur chaque tournage qui vérifie le respect des règles. On est toujours dans la métaphore, j'espère que vous n'avez pas décroché. Moi, une des choses, par exemple, dans ce que m'avait expliqué Vanille, qui m'avait le plus surpris, dans le bon sens, même si en soi c'est logique qu'on y pense, c'est que chaque personne participant physiquement au film, elle est invitée à passer un examen médical la veille du tournage pour vérifier qu'elle a aucun souci de santé, petit virus, de machin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment totalement obligatoire, tu peux pas passer à côté. Et lors du tournage, avant même de commencer à tourner, il y a une espèce de petite cérémonie où on va inviter chaque joueur et joueuse à se présenter avec le papier officiel devant caméra, déclarant qu'ils sont en parfaite santé. Et vraiment, j'insiste, sans ce papier, le tournage il est juste annulé. Ils peuvent pas démarrer, ils ont pas le droit. Et d'ailleurs, si jamais après ça, il se passe quelque chose malgré tout sur le tournage et que quelqu'un chope un truc, croyez-moi que ça se passe pas bien. Ça se passe même extrêmement mal à base de procès, de radiation du milieu pour toujours, c'est clairement t'as pas envie d'être la personne qui a ramené une merde sur le plateau. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est arrivé un jour à Vanille, voilà. Où elle a chopé un truc, heureusement c'était pas un truc très grave, mais après un de ses tournages, on a appris que son partenaire de jeu, il avait menti, il avait fait une petite partie de pétanque la veille sans se protéger, après avoir passé le test médical, ça a été suffisant pour qu'il chope un truc, et de ce que je sais, ça c'est pas bien fini pour lui. Je pense qu'on l'a pas revu sur un plateau depuis très longtemps celui-là. D'ailleurs un autre truc aussi qui m'avait choqué, vraiment juste là je viens de me le remémorer, c'est le nombre d'actrices par rapport au nombre d'acteurs. Est-ce que vous savez combien il y a d'acteurs dans tout Tokyo ? Il y en a 13. Prenez cette info, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ce milieu-là, même si c'est pas tout rose, parfois même, comme souvent dans l'industrie, les gros studios, ils sont gérés un peu par, la mafia locale, forcément, ce milieu-là, il est quand même, vous allez le voir, aux antipodes du milieu qu'on va appeler le milieu indies. Le milieu indépendant. Et donc là, de manière générale, si vous avez déjà vu une partie de pétanque sur internet, c'était très probablement quelque chose issu de cette industrie-là. Parce que qui dit indépendant dit déjà pas beaucoup de moyens, des réalisateurs souvent freelance, anonymes même pour la plupart. C'est des films qui sont filmés avec des caméras bon marché, dans des décors réels. Souvent ça va être un love hotel ou même la maison d'une des personnes du staff. On réquisitionne la maison de la mamie et puis on fait 3 jours de tournage dedans. C'est des choses qui arrivent dans le milieu indépendant. Tout comme dans le milieu indépendant des films plus classiques. Mais quand on parle indépendant, une des plus grosses différences surtout, elle se fait sur le cachet des joueuses. Parce que dans le milieu indépendant, contrairement au milieu pro dont je vous ai parlé tout à l'heure, où c'était un tournage une fois tous les X mois, là non, les joueuses, elles enchaînent souvent beaucoup de contrats à la suite, paraissant donc dans plein de films différents. On parle parfois de plusieurs tournages par semaine pour certaines, et même parfois plusieurs tournages par jour. À niveau déontologie, on n'est pas vraiment dans la même chose. Et même si parfois certaines joueuses du milieu indépendant, elles finissent par être repérées pour aller ensuite vers les grosses productions, la grande majorité, elle reste souvent en 5ème division, à devoir enchaîner des matchs et des matchs et des matchs pour ne serait-ce que survivre et payer leur loyer. Donc là voilà, cet imaginaire un petit peu de l'actrice ultra payée, etc. Dans ce milieu-là, c'est quand même beaucoup plus rare.
Ce qu'il faut comprendre avec le milieu indépendant, c'est que c'est un milieu qui a surtout explosé dans les années 2000-2010 avec l'essor d'internet et des sites de vidéos en ligne qui ont permis du coup à n'importe qui de diffuser ou de rediffuser de manière totalement illégale ces films-là en libre accès sur internet. Et ça amène au principal problème avec cette industrie-là, c'est que très souvent les indépendants, faute de moyens, ils font un petit peu leur tournage en marge de la loi japonaise. Donc contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas de comité d'éthique, la publication des films, elle se fait sans la validation officielle, c'est totalement illégal. Normalement, il faut que le film soit validé pour pouvoir être diffusé ou projeté. Là, eux, ils font sans ça. Parfois, ils mettent même pas ni la censure, ni la mosaïque, qui encore une fois est normalement légalement obligatoire. Enfin voilà, je vais pas tous vous les citer, mais c'est tout un tas de choses qui ont amené le Japon à devoir durcir le ton depuis plusieurs années maintenant, en insistant sur le fait que voilà, toute vidéo qui est tournée au Japon, même si c'est hébergé en dehors du pays, sur les fameux sites interdits en France, je vous ai déjà parlé de NordVPN, toutes ces vidéos, tous ces films-là peuvent être sanctionnés si elles ne respectent pas les normes et les règles locales. Et malheureusement, toutes ces mesures, qui sont de plus en plus mises en place par le Japon, qui sont d'ailleurs très critiquées par les personnes impliquées dans ce milieu-là, le milieu indépendant, vous imaginez bien, ça pousse le milieu underground à s'enfoncer encore plus dans des choses très très clandestines. Et qui dit film clandestin dit beaucoup de risques, notamment pour les joueuses, les joueurs qui y participent. Alors attention, là je vous parle de beaucoup de choses, j'essaie de condenser un petit peu tout ça, faut quand même pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il faut pas que là vous vous disiez que indies, indépendant, ça veut dire illégal. Pas du tout, c'est pas le cas. Dans la majeure partie des cas, c'est pas le cas. Encore une fois, comme les films indépendants plus classiques, ça existe partout, il y a un milieu indépendant du cinéma de pétanque, avec pas mal de gens qui essayent malgré tout de suivre les règles, tout ça, et de faire avec le peu de moyens qu'ils ont. Mais forcément, ce sentiment un peu de liberté et le manque de flou, on va pas se mytho, ça amène aussi certaines productions à aller beaucoup trop loin dans la clandestinité, et voilà, c'est ça qui apporte pas mal de problèmes. Tout ça pour dire que voilà, bon, c'était assez bref, enfin, j'ai essayé de rendre ça le plus condensé possible, le but c'est pas non plus de vous barber avec des trucs un peu chiants, et je pense qu'au moins ça vous permet de mieux cerner vraiment cette grosse différence qui existe entre ces deux milieux qui sont malheureusement très très souvent confondus par la majorité des gens. Dites-vous que si on devait, en quelque sorte, expliquer très simplement l'industrie de la pétanque au Japon, ce serait un iceberg, avec tout en haut à la surface, les films les plus underground, qui respectent pas trop les règles, voilà, ils se retrouvent un petit peu partout sur internet, c'est les plus visibles, forcément. D'où les malentendus et d'où la perception très mauvaise qu'on a du milieu tout entier, avec juste en dessous les indies qui font ça de manière plus légale, et tout en bas, les studios les plus premium, qui sont eux pour le coup presque inconnus à l'étranger dans nos contrées. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si vous connaissiez ou non toutes ces distinctions dans le gros iceberg de l'industrie de la pétanque au Japon. Et pendant ce temps-là, nous, on passe à la suite parce que, ok, là, avec tout ce que je vous ai expliqué, je pense que vous avez compris que le milieu, il a l'air quand même bien balèze. Mais tout ça, là, au final, comment c'est vraiment perçu dans la société ? Un truc à bien comprendre qui est très important, c'est que au Japon, la pétanque, c'est à la fois partout et nulle part. On est un petit peu sur la chatte de Schrödinger, si vous voulez. Je suis pas vraiment sûr de celle-là. C'est-à-dire que dans la rue, tu te promènes, tu la vois pas forcément. Mais il suffit de monter quelques étages dans un magasin et là, bim bam, 3 étages de DVD de pétanque. Même à la télé, tard le soir, on a des ex-joueuses qui sont invitées pour rigoler, pour éduquer. Le mot d'ailleurs, joueuse de pétanque en japonais, ça fait totalement partie du vocabulaire courant. Donc on pourrait se dire, ok, ça s'est démocratisé. Mais non, parce que dès qu'on sort un peu de toutes ces bulles, ça reste quelque chose de très tabou. Dans la vie de tous les jours, dire je suis ou j'ai été joueuse pro, ça reste très mal vu quand tu sors de cette cage dorée du milieu des médias. Il y a beaucoup d'anciennes joueuses, d'anciens joueurs qui le cachent à leurs voisins, leurs collègues, même parfois à leur famille. Moi je sais que par exemple, toute petite anecdote, mais Vanille, elle l'avait caché à sa mère et à son papa, qui étaient divorcés tous les deux. Et ses deux parents ont appris ça à un moment différent. Et j'étais avec elle, du coup, quand ils ont découvert ça. Et je me souviens très bien que autant l'un que l'autre, ils l'ont quand même super mal vécu. C'est-à-dire que eux, à la base, ils étaient un peu comme moi, ils pensaient qu'elle était juste gravure, idol. Et quand ils ont découvert que non, elle faisait aussi des films, ouais, c'était très compliqué pour les deux parents. Donc je peux comprendre que certaines personnes peuvent le cacher aussi à leurs proches, surtout dans les milieux indépendants, où justement, il n'y a pas un petit peu ce côté premium d'être une tête d'affiche d'un gros studio très connu. D'ailleurs, pour rester là-dessus, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a certaines personnes qui deviennent vraiment presque mainstream. On a Sora Aoi, par exemple, qui avait explosé en Asie, on avait Mikami Yua qui avait enchaîné sur de la J-pop, on a Ozawa Malia et d'autres personnes qui font des apparitions publiques, des conventions. Vanille pareil, parce que là bon, on a parlé des films, mais elle faisait plein de trucs, elle faisait de la télé, elle faisait des chroniques sur des événements sportifs, des vrais, je sors de la métaphore. Elle était chroniqueuse sur des vrais événements sportifs pour la télé, etc. Et à côté de ça, elle avait aussi des vrais rôles, j'aime pas le terme de vrai rôle, ça voudrait dire que les autres c'est des faux, mais on va dire des rôles plus classiques dans des séries ou des petits films japonais. Donc si vous voulez, tout ça, ça montre que
il y a quand même des petites passerelles entre cette industrie-là et le divertissement plus classique. La plupart du temps, quand on les invite à la télévision, c'est un petit peu pour parler sans trop en dire non plus. Voilà, le but c'est de faire des petits blagues en coin, de jouer en fait avec leur image, hein, tout simplement. Et bien que les intégrer comme ça dans le paysage médiatique plus classique, ça normalise un petit peu la chose, bah c'est vrai que ça efface pas pour autant toute la stigmatisation qui persiste dans la vie réelle. Parce que le revers, il est parfois très très lourd. Il y a beaucoup d'anciennes joueuses qui se prennent du harcèlement en ligne par exemple, qui ont peur qu'on ressorte leur passé au boulot ou à l'école de leurs enfants. Parce que vous le savez aussi bien que moi, mais à notre époque, Internet n'oublie pas. Tout ça pour dire que niveau reconversion des joueurs de joueuses, en soi il y a plusieurs chemins. Il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans des métiers assez proches du secteur, tout simplement parce que bah, c'est là qu'elles ont un réseau, et surtout c'est un des seuls milieux où on leur fait pas la morale. Encore une fois, comme j'ai dit, une jolie cage dorée. Il y a d'autres personnes qui basculent vers les médias, vers le business, l'entrepreneuriat même. On a vu des marques de cosmétiques par exemple, des marques de lingerie, des restos qui ont été ouverts par d'anciennes joueuses. Certaines publient des livres, il y en a qui font des conférences aussi. Et puis il y a celles qui juste retournent à l'anonymat, se marient, changent de ville et mènent une vie très normale, loin des caméras et de la télévision. Alors forcément dans le tas il y a aussi des histoires compliquées, mais il y a aussi quelques success stories. Le souci étant que, comme partout, bon, on a surtout accès à ceux qui réussissent et à ceux qui se sont totalement crachés. Et tout ce qui se passe entre les deux, bah, c'est une grande majorité silencieuse. Et personnellement, ce que je trouve qui pèse énormément dans la balance aussi, c'est la manière dont le Japon parle de la pétanque en général. C'est-à-dire que c'est rare quand même qu'on parle de ces sujets-là de manière sérieuse. Et c'est ça qui fait que cette industrie, ces films-là, pour beaucoup de Japonais, ça sert un peu d'exutoire. On fantasme beaucoup, on verbalise très peu. Et le résultat, c'est qu'on consomme ces films, cette industrie, mais on garde une morale qui est très très stricte en façade. Et c'est ça qui amène à cette espèce de schizophrénie, si vous voulez, où on va célébrer l'idole à l'écran, mais on va éviter la personne dans l'ascenseur. Moi, aujourd'hui, avec cette vidéo, mon but, c'est ni de glorifier, ni de condamner cette industrie. J'ai eu la chance de pouvoir la côtoyer suffisamment pour bien la connaître. Je pense sincèrement que je fais partie des gens qui connaissent plutôt bien la chose aujourd'hui. Et donc moi, le message en quelque sorte que j'aimerais faire passer avec cette vidéo, c'est plutôt de dire que voilà, derrière la pétanque japonaise que vous imaginez, il y a des carrières, il y a des trajectoires, et il y a surtout des vies réelles. Et je pense que comprendre ça déjà, ça aide peut-être un petit peu à regarder tout ce milieu-là autrement que par le fantasme ou par le mépris. Et je pense sincèrement que mon expérience personnelle à côtoyer ce milieu pendant plusieurs années, ça m'a beaucoup appris, et ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi. Parce que outre Vanille, j'ai pu côtoyer beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces milieux-là, que ce soit des réalisateurs, des joueurs, et forcément des joueuses. Et moi, ce que j'en ai vu pendant toutes ces années, c'est avant tout des gens qui faisaient un métier. Alors certes, un métier très stigmatisé, un métier même très compliqué parfois, à différents niveaux, mais c'était des personnes qui restaient avant tout très humaines et ouvertes d'esprit. Alors ça n'enlève absolument pas toutes les choses clairement problématiques qui existent encore, hein, surtout dans les milieux plus underground, mais je suis assez content personnellement d'avoir réussi à ouvrir les yeux un peu plus sur une industrie que au final je connaissais très très mal, et surtout j'espère avoir pu le faire un peu aussi avec vous au travers de cette vidéo. Dans tous les cas, je compte sur vous pour l'abonnement, le like, le commentaire et le boost aussi, si vous y avez accès, et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à aller voir ce reportage où j'ai infiltré la plus grosse société de produits pour adultes du Japon.